Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette inauguration de la deuxième édition du Filmfest. La Cinémathèque est très heureuse de participer à cet événement donc, qui a connu ses débuts l'année dernière. Alors les débuts l'année dernière c'était au cinéma Capitole. Cette année c'est ici à la salle Paderewski, salle historique de la Cinémathèque suisse depuis 1981. Où nous nous replions pendant quelques années, pendant que le Capitole jouit d'un rajeunissement important. Et j'espère que nous vous y retrouverons dans quelques temps, années, une fois que les travaux seront terminés. Mais j'ai évidemment tout d'abord le plaisir d'accueillir les responsables du Filmfest, à savoir Graziella Pesce et Éric Fleury. Je me suis permis de le dire à l'italienne. Puisque je suis plus italophone que germanophone, je m'en excuse, même si manchmal ich verstehe Deutsch, aber nicht so viel. Alors à vous la parole. Bienvenue. Bonsoir à tous, je me présente donc Graziella Pesce Honoré, membre du comité d'organisation du Filmfest Lausanne. Et bonsoir de mon côté, Éric Fleury, membre du comité et président du Filmfest. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de notre comité. J'ai nommé ici mesdames Julia Collin, Nick Fleury, messieurs Jürg Friedrich, Christian Elben, Éric Fleury, notre président, et moi-même. Vous les reconnaîtrez à leur t-shirt. Avant de commencer cette soirée, nous aimerions remercier un certain nombre de personnes pour leur soutien, à savoir la Fondation Oertli, la Fondation Ernst Göhner, le canton de Vaud, mais aussi les directeurs d'établissements qui ont cru en ce projet, et plus particulièrement messieurs Delu et Godin, qui dirigent les gymnases dans lesquels nous enseignons. Nos remerciements aussi à M-Design, Daniel surtout, pour notre affiche, et bien sûr à la Cinémathèque suisse qui nous accueille. Le Filmfest a pour but principal d'amener les jeunes gymnasiens vaudois à découvrir la culture germanophone sous un autre angle, et ceci à travers le cinéma. On essaye de leur montrer des films contemporains, des films modernes, et à travers ça, essayer de les ouvrir à cette culture germanophone et, in fine, essayer de les motiver à apprendre cette langue, ce qui, je le conçois, est un challenge important. Nous faisons cela donc, en organisant des séances scolaires qui ont lieu pendant la journée. Nous avons eu aujourd'hui le film Das schönste Mädchen der Welt, qui est un film tout récent, qui a eu un grand succès en Allemagne et en Suisse allemande, et pour lequel la salle était pleine ce matin et pratiquement pleine aussi cet après-midi. Et à la fin du film, nous avons pu échanger avec Luna Wedler. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, c'est une actrice suisse-allemande qui vient de Zurich et qui est en train de devenir la nouvelle star en Allemagne. Donc elle est actuellement à l'écran dans de nombreux films. Et ces échanges, c'est vraiment pour moi toujours quelque chose d'étonnant, moi qui ne suis pas enseignant, de voir à quel point les jeunes qui ont 16, 17, 18 ans osent dans une salle grande comme celle-là poser des questions à quelqu'un qui est quand même très célèbre. C'est vraiment toujours des bons moments, des beaux moments. Et demain, nous verrons le matin le film Ballon, qui est un film qui relate l'histoire d'une famille est-allemande qui a l'idée vraiment original d'essayer de fuir l'Allemagne de l'Est en construisant un ballon à air chaud et en volant toute la famille par-dessus le mur. Et pour ce film, nous n'avons pas invité un acteur ou un réalisateur, mais Günther Wetzel, qui n'est autre en fait que le père de la famille de cette histoire, qui est une histoire véridique. Donc là également, on se réjouit beaucoup des échanges qui auront lieu entre les élèves et ce personnage qui a vécu cette histoire il y a quelques années. Le deuxième objectif du Filmfest est simplement de montrer des films germanophones au public roman, ce qui, à mon goût, est malheureusement trop rare. Donc voilà, on présente des films récents et quelques films aussi moins récents dans le cadre de la Cinémathèque. On se réjouit beaucoup de votre présence, et le film Ballon dont je vous parlais tout à l'heure est également programmé demain soir avec la présence de Günther Wetzel. Donc si vous n'avez encore rien de prévu, je pense que ce sera un très beau moment également. Et merci à tous d'être présents et bonne soirée.
Merci à vous. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est écrit derrière nous, vous le savez tous, l'ouverture de cette deuxième édition du Filmfest se fait avec die Blechtrommel, le tambour, Palme d'Or à Cannes en 1979, ex aequo avec Apocalypse Now, et ensuite Oscar du meilleur film étranger, qui a en quelque sorte donné naissance à un acteur qui ne se destinait pas à devenir acteur, mais qui l'est devenu depuis, grand acteur de théâtre et de cinéma, et j'ai le plaisir d'accueillir David Bennett. Bonsoir. Et pour moi, c'est vraiment... quelle horreur. J'ai beaucoup aimé cette salle parce que je venais ici. C'est l'émotion qui me prend là. Mais bon, j'ai beaucoup été dans cette salle avec mes parents. Et donc, je suis très content de cette invitation. Et puis, merci. Et puis, maintenant, je ne vais pas dire grand-chose, mais on revient après le film. Et là, on peut parler un peu ensemble. Ça fait vraiment très drôle d'être ici. Mais bonne soirée. Merci David. C'est une manière aussi de rendre hommage à vos parents et à votre père qu'on verra là à l'écran aussi dans quelques instants. Donc c'est une manière aussi. Je vais boire un coup et je reviens. À tout à l'heure. Merci. David Bennett, bonjour de nouveau. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, je me suis remis de mes émotions, mais c'est une salle que j'ai adorée, où adolescents et enfants, j'ai souvent été avec mes parents qui sont décédés il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venu à Lausanne. La petite salle aussi de la Cinémathèque. Puis tout d'un coup, avant, je ne sais pas, il y a une émotion qui m'a pris. Donc maintenant, j'ai bu un coup de vin, de Suisse vaudois. Donc voilà, s'il y a des questions, je suis là. Je rappellerai quand même, pour commencer, que vous étiez très jeune quand vous avez fait le film. Alors, il ne faut quand même pas l'oublier quand on vous pose des questions par rapport au film, parce qu'en effet, finalement, c'est un... Ça fait 42 ans, donc voilà, quand on se rappelle des choses un peu comme dans un vieux rêve, où on essaye, quand il y a des questions très concrètes qui viennent, donc... voilà, je vais y répondre comme je m'en rappelle après 42 ans. Juste pour commencer la conversation, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé. En fait, comment Volker Schoendorf vous a choisi et est arrivé à vous? Ça doit être... Enfin, j'imagine que c'est tout simple. Volker, il a longtemps cherché. Ils savaient jamais comment trouver un comédien ou une personne qui allait pouvoir interpréter le tambour. Donc, ils ont fait énormément d'essais avec aussi des comédiens dits normaux, âgés, où ils ont dit avec un trucage, ils vont les raccourcir, comme il y a eu beaucoup de films américains, où, comme dans L'homme qui rétrécit, à l'époque, des moyens techniques de réduire en humain normal. Après, ils ont cherché dans des cirques avec des personnes de petite taille, et jamais ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Et à l'époque, mes parents, mon père qui était comédien aussi, qui travaillait dans un théâtre à Munich, on était à Munich, et à Munich, il y avait une clinique spécialisée pour les enfants, et le directeur de cette clinique était un professeur très connu en Allemagne. Et moi, ayant mes petites difficultés d'hormones, et puis je grandissais pas, et puis, donc mes parents m'ont fait passer par cette clinique, et Volker a été voir ce grand professeur et a dit, peut-être vous avez une idée, je cherche au fond un enfant, parce que donc l'histoire commence, le gamin il a 3 ans, l'histoire finit, il a 21 ans. Je cherche quelqu'un. Est-ce que dans votre clinique ou dans vos rencontres, est-ce que vous avez fait une rencontre
dont on pourrait parler ensemble. Et ce professeur, il a dit, je ne peux absolument pas rien vous dire, je suis dans le silence professionnel, mais il y a le comédien Heinz Pennant, avec qui vous avez déjà beaucoup travaillé. Il avait, Volker et mon père, ils avaient déjà fait 3 films ensemble. Il m'a dit, allez voir Heinz Pennant. Et là, Volker, il s'est rappelé que mon père était mon père, donc il a rencontré mon père, et puis après, Volker m'a rencontré moi, et comme ça s'est fait. Et une autre question, c'est le rapport qui s'est passé avec le livre, parce que j'ai retrouvé dans une interview Volker Schlendorf disant qu'il vous a lu le livre, ou que... En fait, finalement, comment vous l'avez... Ça, c'est vos parents qui vous l'ont... Et comment vous... Parce que, vous aviez 12 ans à l'époque, 11 ans même, j'imagine, au moment où le film a commencé à se préparer. C'est quand même... Enfin, c'est pas un roman qui est forcément évident à approcher à cet âge-là. Donc, comment vous le perceviez par rapport à l'Allemagne, par rapport à tout ce qu'il dit sur cette histoire? Mais c'était de toute façon, moi, disons aussi avec l'histoire que mon père a eue pendant la guerre. Mon père est né en 21. Il avait 12 ans quand Hitler est venu au pouvoir. Il avait 18 ans quand la guerre a éclaté. Donc, il a vraiment vécu ce moment, ces années de l'Allemagne, dans tout son début, dans toute son horreur et dans toute la fin et dans toute la tragédie que ce temps, de sa vie. Et ce temps, la politique, son vécu, il a quand même perdu, d'une manière ou d'une autre, ses plus belles années. De l'âge de 12 ans quand la guerre a terminé, il en avait 27. Donc, on lui a volé, on lui a détruit les plus belles années, au fond, qu'on a peut-être en être humain si tout se passe très bien. Donc, quand cette histoire s'est terminée, il a eu une telle rage, il a eu une telle haine sur ce qui s'est passé, aussi ses difficultés à lui, de la manière dont lui a vécu ou a survécu cette histoire. Quand la guerre a éclaté, il était encore en contact avec ses amis d'école. Ils étaient 9 garçons. Mon père, c'est le seul qui a survécu. Donc mon père, non seulement il a une difficulté avec tout le temps, mais il a aussi un énorme travail à faire avec lui sur la culpabilité d'être le seul survivant. Donc avec ça, avec son histoire, il nous a, ma sœur et moi, dès le plus jeune âge, mis en contact. Et moi, j'étais le garçon, donc d'une manière ou d'une autre, il a peut-être aussi pensé que c'était plus à moi aussi de me donner un héritage qui n'était vraiment pas facile à porter. Donc j'ai été mis très, 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 très vite, dans un très jeune âge, dans cette situation de culpabilité, de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Et quand le film est venu, ma mère a commencé à me lire les pages, à me lire le roman, mon père, donc toutes les questions que j'ai posées ont été répondues d'une manière réelle, mais aussi d'une manière très crue. Donc il n'y a eu aucune... comme mon père ne m'a absolument pas protégé dans la manière dont il m'a raconté son enfance et il m'a raconté cette vie-là, il m'a raconté ou il m'a répondu aux questions que j'avais d'une manière très crue, très directe. Et maintenant, quand je revois le film ou quand je pense à l'histoire, je comprends pourquoi ce film a peut-être, à un moment donné, extrêmement choqué. C'est parce que moi, j'avais une conscience de l'histoire de l'Allemagne, de l'histoire de ce film. J'avais 12 ans. En plus, j'avais l'air d'un gamin j'avais pas l'air d'avoir 12 ans, j'avais peut-être l'air d'en avoir 8. Mais j'avais tout ce bagage et toutes ces histoires de mon père. Donc ça, probablement, ça
ça a donné cet impact et ce moment où les gens, à l'époque-là, ont été très choqués de ma vision et de ma manière de jouer cette histoire, parce que j'avais justement, par rapport à mon éducation, cette histoire sans enchantement, avec la réalité très, très crue. Les peurs que mon père a eues pendant la guerre, les atrocités qu'il a vues dans la guerre, il nous les a racontées, très, très jeune âge. Mais justement, bon, là vous en parlez parce que vous l'avez évidemment revu, on vous a toute votre vie, enfin le film vous a un peu poursuivi, mais au moment du tournage, vous vous souvenez, si souvenir il y a, s'il y avait une sensation, une compréhension aussi de cette violence, parce que le film est à la fois grotesque et à la fois très très violent, et finalement on se dit, pour un enfant même de 12 ans, de vivre ça, c'est peut-être pas évident, même en le tournant. Moi, du tournage, je me rappelle justement que c'était une troupe aussi avec Volker. Mes parents étaient tout le temps là. Mon père, il a joué lui-même en rôle. Donc j'étais, pendant le tournage, très très bien encadré. Et c'était plus du tout... plus du tout cette philosophie ou cette histoire. Quelle histoire terrible, ou ça et ça, ou aussi les scènes érotiques, c'était plus du tout... justement là, on a été libérés et c'était tout par plaisir, par joie, par rigolade, on s'amusait, par enjeu, et on jouait. Mais l'impact que je connaissais l'histoire, de mon père, c'était une valise ou une chose... à mon avis, très très importante, mais pendant le tournage, c'était vraiment en jeu. Et avec une grande légèreté. Et je crois, sans ça, on ne serait pas arrivé. Vous êtes, comme on dit, un enfant de la balle, fils d'artiste du monde du spectacle. Mais au départ, c'est pas ce que vous vouliez faire, c'était pas votre destin au fond, celui d'être acteur. On vous a poussé dans ce rôle, vous êtes devenu, et maintenant vous l'êtes devenu, et vous êtes un acteur. Au fond, est-ce que le film a joué un rôle, ou bien est-ce que pendant un moment vous avez cherché une autre, vous aviez une autre voie, et après vous avez retrouvé cette puissance de l'acteur, parce que finalement assez vite, il y a Chéreau, il y a le théâtre qui vient, le cinéma évidemment aussi. Moi, je me rappelle que quand Volker, quand on a commencé à parler de cette aventure, c'était plutôt une aventure où jouer dans un film, jouer cet enfant qui ne veut pas s'incorporer aux adultes, qui rebelle de sa manière. Ça m'intéressait, ça je trouvais très rigolo, et je comprenais cette agression d'un enfant qui ne veut pas appartenir aux adultes. Et ça, étant gamin, ça me correspondait. Moi, j'étais en Grèce avec mes parents. Je voulais devenir jockey, j'avais mes chevaux. Je ne m'intéressais pas à la vie normale ou aux adultes. Donc, par rapport à cette histoire-là, j'ai réalisé que j'étais bien parti pour faire ça. Mais après le dernier jour de tournage, j'avais de nouveau autre chose en tête. Et puis après est venu le succès du film. Mon père, étant comédien, connaissait tous les dangers du cinéma, tous les dangers qui peuvent arriver quand on a 12 ans, 13 ans, il y a un gros succès comme ça. Donc il m'a tout de suite protégé. On est rentré à la maison en Grèce. J'étais ici à Lausanne, à Belmonte. Je travaillais avec des chevaux. Et il m'a protégé justement de toute cette industrie cinématographique. Quand un enfant a du succès, donc là, j'ai été heureusement très protégé. Et j'ai fait ma vie jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, je suis parti à Paris visiter ma sœur,
qui était à l'école d'art dramatique chez Patrice Chéreau. Et Patrice Chéreau m'a vu là et j'ai commencé à travailler avec lui sur les paravents. Et puis après, de petit à petit, comme ça, de théâtre en théâtre. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après Chéreau est venue la Comédie Française. Après la Comédie Française est venue la Schaubühne de Berlin. Donc j'ai eu énormément de chance de pouvoir travailler directement, sans avoir fait une école, avec des gens exceptionnels qui m'ont petit à petit après appris ce métier. Et petit à petit, j'ai appris à aimer ce métier. Et quand si vous le revoyez, quand vous revoyez le film aujourd'hui ou que vous y pensez aujourd'hui, la figure de ce personnage, parce que quelque part, en le revoyant pour préparer cette conversation, je me disais, mais finalement, il y a quelque chose dans le regard de ce jeune qui refuse de grandir, un regard qui est finalement une sorte de rébellion et une volonté acharnée de ne pas accepter le monde tel qu'il est en train d'advenir devant ses yeux, qui rappelle quelque chose d'aujourd'hui, un peu. Oui, mais je crois aussi que d'une manière ou d'une autre, quand j'ai revu le film l'été dernier à Nîmes, Volker était là et j'ai regardé ce film et j'ai dit, il y a eu d'une manière ou d'une autre, sans grande exagération et sans arrogance, un miracle qui s'est fait pendant un travail, parce qu'on avait Schlöndorff, qui était un metteur en scène formidable, on avait Luther, le caméraman, qui était un homme formidable. Le plus petit rôle il y avait des comédiens extraordinaires. On a eu Charles Aznavour. Et quand je vois ce film, et je me dis, ce film sans Aznavour aurait jamais été ce film-là. Ce film-là sans Mario Adolph n'aurait jamais existé. Ce film-là sans Cathy Talbot. Donc il y a eu, où Volker a eu une chance dans une époque d'avoir des comédiens, Bertha Dreves qui joue la grand-mère. Et il y a eu une fusion, il y a eu un atome qui s'est formé tout d'un coup autour de personnages, de comédiens. Et puis après, naturellement, avec cet ascendance de ce gamin, que moi je dis maintenant aussi, de ce gamin qui a des yeux où je me dis, mais ils ont été chercher ça où? Et puis après ça a donné... Ça a donné ce film, mais c'est pas justement, c'est pas que moi, c'est pas que cet enfant-là, c'est un amalgame, un tourbillon d'effets où il y a une chance extraordinaire qui a été donnée pour cette histoire-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, je continue en pause. Tout en haut. Est-ce que voilà. Il y a un micro, tu l'as, Maxime? Oui. Et voilà. Bon, enfin, allez-y peut-être parce que sinon, parlez fort, on va vous entendre. Voilà le micro. Pardon. C'est pas vraiment une question, donc je ne sais pas si je peux m'exprimer. J'ai vu ce film pour la première fois, en fait j'étais jeune, je l'ai vu à sa sortie en salle. Je ne l'ai plus jamais revu, donc ça fait plusieurs décennies. Je suis extrêmement content de l'avoir revu, parce que j'ai remarqué certains détails qu'à l'époque je n'avais pas enregistrés, parce que comme vous le dites, à l'époque, c'est un film qui a particulièrement choqué. Donc quand vous regardez un film qui vous choque, vous n'arrivez pas à en saisir vraiment tous les détails. Donc je suis très content de l'avoir revu. Je trouve aussi que dans le contexte actuel, c'est un film qui n'a pas pris une ride, parce que cette histoire, je pense qu'elle se répète sur d'autres continents, ou enfin, etc. Et pour l'époque où il a été tourné, avec les moyens qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, je le trouve vraiment
particulièrement bien fait. Et je me souviens que quand j'ai vu le film, j'ai eu l'envie de rencontrer ce comédien qui jouait donc Oscar. Et enfin, aujourd'hui, c'est un vœu qui se réalise. Je vous remercie beaucoup d'être là et merci d'avoir joué dans ce film. Merci à vous. Merci. Encore une question? Oui. Attendez, attendez, le micro qui arrive, voilà. Merci. Elle est très courte. Combien de temps a duré le tournage? 4 mois. En 4 mois. Donc, en principe, votre vie, il y a eu une petite pause, des vacances prolongées pour tourner ce film, et puis après, vous avez réintégré, en fait, la vie normale. Plus ou moins ce que ça veut dire la vie normale. De toute façon, je crois avec mes parents, eh bien la manière dont ma mère nous a enseigné, donc je crois que j'ai fait 2 ans et demi d'école. J'ai fait une demi-année à Arnold Raymond, j'ai fait une année à Vinay, et puis en vadrouille comme ça avec mes parents, j'ai été une année à l'école à Munich. Donc oui, d'une manière ou d'une autre, c'était à l'époque pour moi une petite parenthèse. Et après, j'ai continué à faire cette vie de saltimbanque avec mes parents. Ouais. Encore une question? Moi, si on n'a pas, je me permettrais juste d'en poser une dernière. Juste comme ça. C'est pour parler non pas du film, mais au fond de la carrière de David Benen, parce que finalement, il y a des films, il y en a maintenant d'ailleurs de plus, mais il y a eu comme un grand moment où il n'y a pas eu de cinéma. C'était surtout le théâtre, et beaucoup de théâtre. Et ce qui est assez impressionnant quand on regarde quelques-uns des metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé véritablement avec les plus grands. Peter Brook, Gruber, Bob Wilson. Enfin, c'est assez impressionnant. Et justement, est-ce que c'est parce que le théâtre, vous veniez de là, parce que vos parents étaient des gens de scène, ou bien est-ce que aussi... Ou bien, finalement, est-ce qu'il y a eu un éloignement du cinéma à un moment donné? Je crois que c'était un peu les deux. Et justement, quand j'ai rencontré Patrice Chéreau, j'étais pas encore vraiment sûr ce que je voulais faire. Et puis j'avais cette école d'équitation où je voulais y aller. Puis après, je me suis dit, merde, j'ai 17 ans, Patrice Chéreau, théâtre à Paris, les théâtres des Amandiers. Je serais quand même un peu bête de dire non. De toute façon, je ne suis pas sûre, donc je vais essayer, si ça me plaît. Naturellement, de travailler à cet âge-là avec Patrice Chéreau, qui est un homme formidable, qui est un humain formidable, dans ce merveilleux théâtre des Amandiers, sur les paravents de Jean Genet. C'était naturellement une expérience formidable. Et là où j'ai fait mes premiers pas sur les planches au théâtre, et petit à petit, je suis tombé amoureux, je suis tombé un peu dans le bain du théâtre. Après, il y a eu la Comédie Française, et même que c'était peut-être pas une résolution, je voulais peut-être pas vraiment le faire, mais de pas à pas, il y a toujours des gens qui sont venus vers moi, ou le théâtre est venu vers moi, d'une manière ou d'une autre, où je me suis dit, je dois le faire, je dois faire cette expérience. Pour moi, vivre ou avoir un métier, c'est rencontrer des gens et avoir des expériences. Et là, j'ai eu énormément de chance justement, à mes débuts, de travailler avec des humains, des gens formidables, avec des noms pareils. Et quand je regarde ou je lis mon début, je dis, je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça m'est arrivé, parce que justement, j'étais pas un comédien extraordinaire,
J'avais pas fait d'école, donc ça m'est tombé dessus un peu. Des fois, quand j'étais gamin, je disais, je suis comme Obélisque, je suis tombé dans la potion, et puis j'ai eu la chance que ça a continué jusqu'à maintenant. Et le cinéma, c'est un peu aussi quand on dit non, ou bien quand on oublie le cinéma t'oublie, ou bien quand on dit non en réalisateur au cinéma, d'autres producteurs vont dire non, il ne faut pas demander à David parce que David ne veut plus tourner. Ou après, j'ai travaillé avec Peter Brook au Bouffe du Nord et on faisait des tournées mondiales. J'étais pendant 7 ans à ce théâtre et naturellement, je ne pouvais pas. Des fois, je crois à l'époque, j'ai fait un tournage, mais naturellement, je devais dire énormément non. Et au cinéma, tout d'un coup, c'est très vite. Non, il veut plus, il tourne pas. Il a, depuis le tambour, il a une aversion du cinéma. Donc c'est aussi une réaction d'eux qui, au fond, moi, je voulais pas du tout, mais c'est arrivé. Et naturellement, quand je dois me décider est-ce que je dois jouer du théâtre ou faire un film ou faire une télévision en Allemagne, et j'ai la possibilité d'aller au théâtre, naturellement, pour moi, personnellement, je vais au théâtre. Il y a des comédiens en Allemagne qui disent qu'ils préfèrent le cinéma. Pour moi, naturellement, avec le public, sur scène, dans le moment de parler les textes, je me sens mieux sur scène que devant une caméra, parce que la caméra, c'est des séances de 2 secondes. Au théâtre, on raconte l'histoire chaque soir. Vous avez parlé de la valise que vous avez portée quand vous avez joué le film, cette valise d'histoire de votre père en particulier. Aujourd'hui, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez revu le film récemment. Comment vous le revoyez maintenant? Comment vous le ressentez maintenant, ce film, par rapport à ce que disait justement monsieur tout à l'heure, qu'il a lui aussi revu finalement après ne pas l'avoir vu pendant très longtemps? La dernière fois que je l'ai vu, c'était avec j'ai essayé vraiment de m'éloigner de tout, vraiment d'essayer de voir ce film scène par scène, image par image, en essayant de faire abstraction de tout ce que moi j'ai vécu par rapport à ce film. Et étonnamment, ça a fonctionné. Et quand j'ai revu le film, comme j'ai dit avant, j'ai dit, mais quelle chance on a eu, quel moment exceptionnel il y a eu, parce que vraiment, quand on voit Aznavour, on se met à genoux. Et je suis extrêmement content de l'avoir connu, d'avoir côtoyé des personnes comme ça. Mais par rapport à ce que le film dit et raconte de cette histoire d'Allemagne, vous le voyez aussi encore aujourd'hui, comme probablement beaucoup d'entre nous le voient, comme un film qui reste très contemporain et très contemporain et très juste par rapport à ce qu'il dit aussi de l'oubli, du changement d'avis des gens, de la manière qu'ils ont de percevoir les choses, ou bien est-ce que finalement ça c'est quelque chose qui est moins important? Non, je crois que par rapport aussi à votre perception de l'Allemagne, parce que vous êtes aussi proche. J'ose dire que ce film a pas vraiment vieilli, et que on peut le regarder et on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Et voilà. Et après, on est naturellement extrêmement choqué, désabusé. Je suis obligée d'en parler quand on apprend, après des décennies, et après le succès de ce film, on apprend comme ça, plus ou moins par hasard, que Günter Grass était dans la Waffen-SS. Et ça, c'est un moment extrêmement choquant, parce qu'on a lu ce livre,
on a lu comme d'une manière ou d'une autre où il s'est battu, où il était contre toute cette histoire. Et on a toujours pensé que Günter Grass était d'une manière ou d'une autre avait les mains, avait un moyen ou d'une autre les mains propres. Après un film comme ça, et tout d'un coup, on se dit même lui avait des mains sales. Et c'est extrêmement choquant. Et puis on se dit, bon, ben oui, plus ou moins personne dans cette époque-là en Allemagne, aujourd'hui, n'en sort indemne. Merci. Oui. Déjà vous remercier parce que j'ai été très, je ne sais pas si c'est nécessaire. Oui, s'il vous plaît. J'ai été très touchée par votre interprétation. Enfin, j'avais jamais vu le film, et puis c'est vraiment tout à fait par hasard que j'ai ouvert en venant à Lausanne. Et la question de l'enfant, j'ai trouvé vraiment l'idée de l'enfant qui grandit pas très intéressante. Donc merci pour cette magnifique découverte. Et puis, moi je m'intéresse à cette question d'interprétation. Et justement, ma question, c'était comment est-ce qu'on évolue à partir de parce que ça a été à 12 ans, quand même une forme de mémoire traumatique, quoi. C'est assez fort. Moi, c'est ce qui m'a touchée, je crois, c'est de sentir cette conscience chez cet enfant, en fait. Donc, quand vous avez expliqué, merci pour ces explications au début, parce que du coup, ça a répondu à ma question qui allait arriver. Et voilà, la question, c'est de savoir comment après vous avez évolué. Est-ce que du coup, est-ce que ça n'a pas été une forme de catharsis aussi, ou est-ce que c'est pas, du coup, c'est presque nécessaire de jouer? Je crois que, étant donné que le tournage était très, très, très drôle et très, très sympathique et très léger, et qu'après mes parents, surtout mon père, m'a dit maintenant tu retournes chez tes copains en Grèce et tu vis ta vie normale, ça a fait que ce rôle-là, où le succès que ce film a fait n'a pas détruit ou n'a pas mis en danger cet enfant que j'étais à l'époque. Donc j'ai pu continuer à être enfant, à être gamin, grâce à mes parents qui ont dit non, il n'y a pas de nouveau scénario, il n'y a rien, tu rentres à la maison et voilà. David Bennett, merci encore beaucoup d'être venu ouvrir cette deuxième édition du Film Fest. Je rappelle que le festival continue et un grand merci d'être venu à Lausanne pour nous merci pour montrer le l'invitation. film. Merci. Merci.